Pour Moscou, la guerre n'était autrefois qu'une question de frontières lointaines. Du point de vue du Kremlin, les explosions restaient au-delà des lignes de front, et les sirènes ne retentissaient que dans les villes frontalières comme Belgorod. La capitale était protégée comme une gigantesque armure. La guerre était décrite à l'écran dans des bulletins aux mots censurés. Mais les événements des 21 et 22 octobre 2025 ont brisé cette illusion. La Russie a subi son attaque de missiles la plus intense depuis le début du conflit. Ce jour-là, des millions de personnes ont réalisé que la guerre n'était pas seulement une opération spéciale regardée à la télévision. C'était une apocalypse entrant dans leur foyer. Les sirènes ne résonnaient plus seulement dans les villes frontalières, mais aussi à Moscou et dans ses banlieues environnantes. Ce n'était pas seulement le bourdonnement d'un drone. C'était le son terrifiant des missiles Storm Shadow et de la nouvelle génération de missiles Peklo. Au même moment, l'immense usine chimique de Bryansk et l'installation mécanique stratégique de Saransk, qui fournissaient à l'armée russe des munitions, de la poudre à canon et du carburant pour roquettes, ont été détruites. Simultanément, des stations de transformation dans les régions de Smolensk et de Bryansk, qui alimentaient l'armée russe en énergie, ont également été touchées. Une raffinerie à Makhachkala, à 1200 km de là, qui fournissait du carburant à la base navale de la mer Caspienne, a aussi été frappée lors de cette même vague d'attaques. Ces villes ont survécu grâce aux vastes complexes industriels hérités de l'ère soviétique. Ils étaient la seule source de subsistance pour des dizaines de milliers de Russes. Désormais, les personnes qui alimentaient la machine de guerre de Poutine se retrouvent sans emploi et sans avenir du jour au lendemain. Ce ne sont pas seulement quelques entrepôts qui brûlent ou une installation d'1 milliard de dollars réduite en ruine. C'est un effondrement bien plus profond et irréversible. C'est la rupture du contrat social tacite de Vladimir Poutine avec le peuple russe dans les cieux enfumés de Bryansk et les usines silencieuses de Saransk. Ce contrat était simple, ne remettez pas en question la guerre, et l'État garantit vos salaires, votre sécurité et la normalité de votre vie quotidienne. Le 21 octobre, cet accord a été réduit en cendres par les flammes des missiles Storm Shadow, Peklo, Neptune et Flamingo. Pour comprendre l'ampleur réelle de cette destruction, il faut se référer à un terme de l'ère soviétique, monogorod, ou ville unique. Les centres industriels comme Bryansk et Saransk ne possèdent pas la structure économique diversifiée d'une ville occidentale. Non, l'existence entière de centaines de milliers de personnes dans ces villes est liée à une seule usine géante comme à l'époque soviétique. L'usine chimique de Bryansk ou l'usine mécanique de Saransk ne sont pas seulement des lieux de travail pour ces régions, mais aussi le cœur, les poumons et la circulation sanguine de la ville. Les écoles, les hôpitaux, les systèmes de chauffage et toute la vie sociale sont directement indexés sur la fumée sortant des cheminées de ces installations. Les données sur la catastrophe économique qui a émergé après le coup des 21 et 22 octobre percent les murs de la propagande de Moscou. Les analystes économiques indépendants et les rapports locaux sur l'emploi montrent que l'arrêt direct de ces deux installations ne se limite pas aux travailleurs des usines. Selon les premières estimations, les moyens de subsistance de 70 000 à 85 000 personnes, y compris les petits ateliers fournissant des services auxiliaires à ces usines, les entreprises de logistique, les services de maintenance et même les commerçants locaux où ces travailleurs dépensaient leur argent, ont disparu en un instant. Ce n'est pas un ralentissement économique, c'est une paralysie économique régionale. Ce sont des dizaines de milliers de personnes laissées sans emploi, affamées et sans avenir du jour au lendemain. Ces personnes ne sont pas des activistes libéraux protestants à Moscou. Au contraire, cette foule est le cœur de l'électorat de Poutine, celui qu'il pensait inébranlable. Ce sont des Russes ordinaires qui continuent de travailler discrètement pour la patrie, restent loyaux au régime tant que leurs salaires sont payés et ne remettent pas en question la propagande. Maintenant, ce contrat a été déchiré. Les données divulguées par les chaînes Telegram locales, les groupes Ocinte et Vkontakte, révèlent l'ampleur réelle de la réaction publique, montrant une vague de panique, de colère et un sentiment de trahison. Les images et les messages documentent une panique et un désespoir complet. Contrairement au mensonge du gouverneur Bogomaz selon lequel il n'y avait aucun dégât, le message d'un ouvrier disant « Notre usine est partie » est associé à un autre exprimant l'impuissance « Nous n'avons plus d'argent maintenant. Qui va nous nourrir? Comment allons-nous passer l'hiver ?» Ce n'est pas une révolte politique, c'est quelque chose de bien plus dangereux. C'est la voix de la faim et du froid. C'est le cri de la trahison d'une foule qui voit que le régime ne peut plus tenir sa promesse fondamentale, la stabilité. Cela a piégé Vladimir Poutine dans une situation sans issue qu'il ne peut plus résoudre. Pour comprendre le véritable coût des attaques du 21 octobre pour le Kremlin, il faut regarder au-delà des barils de poudre en feu
ou des toits qui s'effondrent. Le véritable coût ne se mesure pas en milliards de roubles, mais en une stabilité sociale brisée et en l'avenir perdu de dizaines de milliers de citoyens russes loyaux plongés dans la misère du jour au lendemain. Telle est l'anatomie de la crise. Jusqu'à présent, Poutine menait la guerre dans un univers parallèle. Pendant que les soldats mouraient au front, les travailleurs à l'arrière continuaient la production, recevant des salaires stables. L'Ukraine a fusionné ces deux univers et transformé les usines en lignes de front. Le point critique à comprendre ici est le suivant. L'Ukraine ne cible pas les objets civils selon le droit international. Comme l'ont confirmé le haut commandement ukrainien, le HUR et les sources de renseignement occidentales, les cibles sont l'usine chimique de Bryansk qui produit de la poudre à canon et l'usine mécanique de Saransk qui produit des composants de missiles. Ce sont incontestablement des cibles militaires légitimes selon les lois de la guerre. Cependant, le Kremlin, avec une stratégie impitoyable, a positionné son propre peuple comme bouclier humain autour de ses cibles militaires. C'est là que le Kremlin, avec une stratégie impitoyable, a tendu à son propre peuple entre en jeu. La machine de guerre de Poutine a délibérément placé ses cibles militaires au cœur de la population civile, au centre de leurs moyens de subsistance économique. Ainsi, lorsque l'Ukraine frappe pour arrêter le carburant des missiles Grad, Poutine perd également les moyens de subsistance de son propre peuple comme bouclier. C'est une trahison brutale des propres citoyens du régime. Le Kremlin a pris en otage des dizaines de milliers de vies pour alimenter sa propre machine de guerre. Le Kremlin est complètement piégé dans l'anatomie de cette crise. Pour Poutine, il n'y a plus de coup gagnant-gagnant. Seules des options perdant-perdant subsistent. Pour comprendre pleinement ce chaos, il faut examiner de plus près ce qui s'est passé cette nuit-là. Selon les sources du HUR, Moscou et ses banlieues ont été exposés à une attaque de cette intensité pour la première fois. Les lieux ciblés n'étaient pas seulement symboliques, mais aussi d'une importance stratégique. Dans cette attaque, l'armée ukrainienne a coordonné l'utilisation de divers types de véhicules aériens sans pilote, d'avions de chasse et de différents systèmes de missiles. Les munitions utilisées dans l'attaque comprenaient des missiles à guidage de précision tels que Storm Shadow/Scalp, Neptune, Flamingo et Peklo, ainsi que les derniers systèmes ukrainiens développés pour surmonter les défenses aériennes russes. Les munitions guidées portées par le missile à longue portée Bars et le véhicule aérien sans pilote Palyanitsia ont été testés sur le terrain pour la première fois et ont atteint leur cible avec succès. La même nuit, une grande usine chimique dans l'oblast de Bryansk a été touchée par des missiles de croisière Storm Shadow britanniques et français. Le haut commandement ukrainien a confirmé l'attaque et a déclaré que l'usine produisait de la poudre à canon, du carburant pour roquettes et des composants explosifs pour l'industrie de défense russe. Cette installation jouait un rôle critique pour permettre à l'armée russe de poursuivre ses attaques de missiles et d'artillerie sur l'Ukraine. Les attaques à Bryansk ne se sont pas arrêtées là. Des véhicules aériens sans pilote ont également ciblé l'infrastructure énergétique dans les régions de Smolensk et de Bryansk. Les images partagées sur les chaînes Telegram locales ont signalé des pannes de courant généralisées dues à des stations de transformation endommagées et à des centrales thermiques partiellement désactivées. Ces attaques ont causé des dommages directs non seulement aux infrastructures militaires, mais aussi civiles. Une autre cible importante cette nuit-là était l'usine mécanique de Saransk, à 670 km de la frontière ukrainienne. Selon une déclaration officielle des services de renseignement de la défense ukrainienne, cette installation produisait des armes, des munitions et des composants pour divers systèmes de défense. Une raffinerie fournissant du carburant à la base navale de la mer Caspienne à Makhatchkala, à 1200 km de là, a également été touchée dans la même vague d'attaques. Pourquoi est-il important que les usines de Bryansk et de Saransk aient été ciblées ? L'usine chimique de Bryansk était l'une des principales sources de poudre à canon, d'explosifs et de carburant solide pour roquettes pour l'armée russe. En particulier, le carburant pour les systèmes de lance-roquettes multiples comme Grad et Smerch, ainsi que le propergol pour les obus d'artillerie, était produit ici. La destruction de cette usine avec des missiles de précision comme Storm Shadow signifie non seulement l'arrêt d'une ligne de production, mais aussi la coupure de la ligne de vie pour l'artillerie et les systèmes de roquettes russes au front. L'usine mécanique de Saransk, quant à elle, produisait des composants militaires critiques pour les missiles, les drones ou d'autres systèmes d'armes de précision et probablement des pièces de munitions spécialisées. En 2020, l'installation avait été temporairement fermée en raison de violations de sécurité liées à l'utilisation de matériaux explosifs. Depuis, la production a repris de plus belle sous la supervision de Rostec pour alimenter la machine de guerre de Moscou. Mais l'Ukraine a frappé à nouveau. Frapper cette usine a montré que la Russie ne peut même pas produire dans ce qu'elle considère comme ses profondeurs les plus sécurisées.
La raffinerie d'Agnotek n'est pas une installation énergétique ordinaire. C'est le cœur énergétique de la flotte caspienne. Située sur la côte du Daghestan, cette raffinerie traite environ 1 million de tonnes de produits pétroliers par an, alimentant non seulement les navires de guerre, mais toutes les activités militaires dans le sud de la Russie. Le carburant produit ici circule dans les veines des navires de guerre patrouillant dans la mer Caspienne, des convois militaires, des systèmes de radars et de missiles, et même des bases logistiques s'étendant le long de la côte. Toute la présence militaire dans la région dépend de la production de cette raffinerie. Et c'est précisément pourquoi cibler Agnotek est un cauchemar majeur pour Moscou. Si même une fraction de la capacité de production de la raffinerie est perturbée, la Russie devrait immédiatement transporter du carburant maritime sur des centaines de kilomètres depuis d'autres raffineries. Mais cette solution n'est ni bon marché ni sûre, car la plupart de ces routes sont désormais des cibles pour les attaques de drones ukrainiens. Cela signifie que lorsque Agnotek se tait, non seulement les pipelines, mais aussi les navires de guerre se taisent. Ainsi, le contrat social de Poutine avec le peuple russe a été déchiré sous les yeux de millions, simultanément dans les banlieues luxueuses de Moscou et au cœur des villes industrielles comme Briansk. Pendant des années, pour l'élite de Moscou et les moscovites ordinaires, la guerre était une opération spéciale se déroulant dans les régions lointaines de l'Ukraine, regardée à la télévision. La capitale était sous un dôme d'invulnérabilité. La propagande du Kremlin alimentait le mythe que Moscou était protégé par les systèmes de défense aérienne les plus avancés au monde, une forteresse imprenable. Dans la nuit du 21 octobre, cette illusion de forteresse s'est complètement effondrée. Lorsque les sirènes ont retenti et que le ciel s'est illuminé d'explosions de défense aérienne, les moscovites ont été confrontés à la réalité que leur capitale était sous une attaque directe de missiles pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Les stations de métro sont devenues des abris. L'élite vivant dans des complexes de luxe a vu que la propagande de la puissance calme de Poutine était un mensonge et que la guerre était arrivée dans leur foyer, leur zone de confort. Ce fut le moment où le rôle du régime en tant que fournisseur de sécurité a pris fin. L'Ukraine avait mené des mois de collecte de renseignements et d'identification de cibles pour créer cette panique. Avant que les coups mortels réels ne soient portés, il était nécessaire d'aveugler, d'assourdir et de paralyser tout le réseau de défense aérienne dans la partie européenne de la Russie. Ils y sont parvenus en utilisant des centaines de drones en essaim. Beaucoup de ces drones étaient des leurs, certains étaient des drones kamikazes chargés d'explosifs. Cette essence est répandue sur une vaste zone de centaines de kilomètres carrés, ne ciblant pas seulement un seul endroit, mais s'étendant de Briansk aux banlieues de Moscou et jusqu'au Daghestan. Les opérateurs de défense aérienne russes ont été confrontés à des centaines de cibles à faible coût apparaissant soudainement sur leur radar. Ils ne pouvaient pas distinguer quelles cibles étaient de véritables menaces et lesquelles étaient des leurs à $500. Ils ont été forcés de tirer des missiles Pantsir coûteux pour arrêter ces drones bon marché. Ainsi, la défense aérienne russe a été saturée. Pendant que la défense aérienne était occupée avec les drones, des missiles de croisière de haute précision sont entrés par ces couloirs aveugles. Ces missiles furtifs, fabriqués par les Britanniques et les Français, ont frappé l'usine chimique de Briansk. Ces missiles sont des missiles de croisière à tir et oubli. Ils volent bas, sont indétectables par radar et identifient leur cible à l'aide d'un système d'imagerie infrarouge à l'approche. Cela signifie qu'ils ne sont pas affectés par le brouillage GPS. Pendant que les systèmes Pantsir russes scrutent le ciel à la recherche de drones, les Storm Shadow volaient au niveau des arbres, détruisant les bunkers souterrains les plus protégés de l'usine chimique de Briansk, construit à l'époque soviétique, et ses lignes de production les plus critiques. Ce fut un coup au cœur de la logistique russe. Ce qui a rendu l'attaque si dévastatrice, ce ne sont pas seulement les missiles occidentaux. Les blogueurs militaires russes ont rapporté que de nouveaux missiles de croisière ukrainiens à longue portée, tels que Peklo, Flamingo et Bars, se dirigeaient vers Moscou. Ces nouveaux missiles sont les versions d'attaque terrestre du célèbre missile Neptune ukrainien qui a coulé le croiseur Moskva. L'utilisation coordonnée de ces missiles avec des essaims de drones et des Storm Shadow a créé une menace complexe et multicouche que les défenses aériennes russes ne pouvaient pas gérer. C'est un échec technologique. De plus, la frappe sur Saransk, à 670 km de profondeur, a complètement sapé la doctrine de la profondeur stratégique de la Russie. Il n'y a plus d'endroit sûr. Chaque usine et chaque installation militaire à l'ouest des montagnes de l'Oural est une cible légitime. Cette attaque à 3 niveaux a prouvé que le dôme S-400 de la Russie a été complètement pénétré. L'Ukraine a maintenant la capacité de frapper n'importe quel point que la Russie souhaite, y compris ses installations militaro-industrielles les plus précieuses. Cependant, ce coup final n'est pas survenu du jour au lendemain.
C'était la phase finale et la plus meurtrière d'une campagne patiente et impitoyable menée par les services de renseignement ukrainiens pendant des mois pour étrangler systématiquement le complexe militaro-industriel russe. L'Ukraine a d'abord frappé la logistique au front, puis la logistique du carburant. Maintenant, elle détruit les usines où les armes et les munitions sont produites. L'usine chimique de Bryansk et l'usine mécanique de Saransk ont été frappées, portant un coup majeur à l'inventaire russe. Alors que l'immense usine chimique de Bryansk était réduite en cendres par les missiles Storm Shadow, le gouverneur régional Alexandre Bogomaz a fait une déclaration ridicule sur sa chaîne Telegram officielle. Nous avons abattu 6 drones, aucun dégât, tout est sous contrôle. Mais cette fois, le mensonge n'a pas fonctionné. Car au même moment, des vidéos prises par les habitants de Bryansk eux-mêmes montraient l'usine transformée en une énorme boule de feu visible à des kilomètres, illuminant le ciel comme l'enfer. Pire encore, le haut commandement ukrainien a officiellement déclaré « Nous l'avons frappé avec un missile de croisière Storm Shadow, pas un drone ». La propagande ne pouvait plus cacher la vérité. L'État a été exposé comme incompétent et trompeur aux yeux de ses propres citoyens. Cela a piégé Vladimir Poutine dans une situation sans issue qu'il ne peut plus résoudre. L'anatomie de la crise est la suivante. Jusqu'à présent, Poutine menait la guerre dans un univers parallèle. Pendant que les soldats mouraient sur les lignes de front, les travailleurs à l'arrière continuaient la production avec des salaires stables. Le 21 octobre, l'Ukraine a fusionné ces deux univers. Elle a également transformé les usines en lignes de front. Poutine ne peut plus nourrir à la fois sa machine de guerre et son peuple. La ligne de production de carburant pour roquettes à Bryansk nécessite des réacteurs spécialement alliés de haute précision, des unités de synthèse chimique complexes et des systèmes de contrôle obtenus de l'Occident malgré les embargos. Si une usine mécanique à Saransk produit des gyroscopes ou des ogives en alliage spécial pour les missiles, cela nécessite des machines CNC valant des millions de dollars, qui fonctionnent avec une précision de 1/10 millième de centimètre. Lorsque des missiles perce-bunkers comme Storm Shadow frappent ces installations, ils ne percent pas seulement le toit, ils brisent l'équipement irremplaçable à des mètres sous terre. De plus, ces installations faisaient partie d'entreprises d'État comme Rostec. Cela représente une perte de milliards de dollars. Alors, Poutine peut-il reconstruire ces installations ? Construire une telle ligne de production de précision à partir de zéro prendrait des années, même dans des conditions de guerre. Tout l'équipement de haute technologie requis par ces installations provient de l'Occident, du Japon ou de la Corée du Sud. La Russie n'y a actuellement aucun accès, et il ne semble pas qu'elle l'obtiendrait de sitôt. Les copies de mauvaise qualité fournies par la Chine ne peuvent jamais offrir la même précision ou le même volume de production. Même si Poutine commençait à reconstruire cette usine, rien ne garantit que l'Ukraine ne la frapperait pas à nouveau. Le résultat, c'est une catastrophe industrielle. La Russie a définitivement perdu cette capacité de production critique pour le reste de la guerre. Comment Poutine a-t-il répondu à cette équation insoluble ? Incapable de trouver une solution logique, il a eu recours à une représaille désespérée. Cependant, cette réponse n'était pas une contre-mesure équivalente contre les installations militaro-industrielles de l'Ukraine. La Russie a attaqué l'infrastructure énergétique civile de l'Ukraine, les centrales hydroélectriques et les centrales thermiques CHP5-CHP6 à Kiev, avec plus de 400 drones Garand II et des missiles Kinjal Iskander. Les événements des 21 et 22 octobre 2025 ont marqué le moment où la Russie est tombée dans une impasse stratégique. Cela représente un renversement du contrat social. Incapable d'assurer la stabilité promise à son propre peuple, Poutine tente de créer une sorte d'équivalence en détruisant la stabilité du peuple ukrainien. Ce n'est pas un geste de superpuissance. C'est le cri final, impitoyable et désespéré de vengeance pour une guerre perdue. Le deuxième coup d'échec et mat est l'irréversibilité de la catastrophe industrielle. La frappe de Poutine sur une centrale électrique en Ukraine le 22 octobre ne ramène pas par magie l'usine de poudre à canon de Bryansk. Elle ne paie pas les salaires perdus des travailleurs de Saransk. Mais le dernier échec et mat vient de l'effondrement total de l'arrière. Les attaques des 21 et 22 octobre ont simultanément détruit les 3 piliers de la société russe. Les élites, voyant que la capitale n'est pas intouchable, comprennent maintenant que Poutine ne peut pas les protéger. Cela signifie l'évaporation du soutien tacite au régime et le début de la recherche d'une voie de sortie. Les partisans de base à Bryansk et Saransk ont vu que le régime les a sacrifiés. Leurs usines n'ont pas été protégées, leurs emplois ont disparu. Le contrat social de Poutine est désormais invalide. Cela crée les bases socio-économiques pour le chaos et une éventuelle insurrection. Le mensonge du gouverneur Bogomaz, selon lequel il n'y avait aucun dégât, combiné à la panique des correspondants de guerre russes eux-mêmes affirmant que des missiles arrivent sur Moscou,
a brisé le contrôle de l'État sur le récit. Le 21 octobre 2025 est la date à laquelle l'illusion de superpuissance de la Russie s'est complètement effondrée. La prouesse technologique de l'Ukraine a paralysé le cœur industriel de la Russie et perforé ses défenses aériennes. La guerre est entrée dans les banlieues luxueuses de Moscou, provoquant la panique et déclenchant l'effondrement interne final en laissant des dizaines de milliers de citoyens russes loyaux sans emploi du jour au lendemain, de Briansk à Saransk. Le Kremlin ne peut plus protéger sa capitale, ses usines ou la loyauté de son peuple. Ce n'est pas le début de l'effondrement final, c'est l'effondrement lui-même. Si ce que nous avons partagé dans cette vidéo vous a offert une perspective différente, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires ci-dessous. Vos réflexions sont la partie la plus puissante de cette plateforme. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications